Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Un papa qui sort seul de la maternité avec son bébé, c'est un événement assez inhabituel. C'est la situation très difficile qu'a vécue Wilfried. Suite à l'accouchement, sa compagne se sent incapable de s'occuper de leur enfant et d'assumer son rôle de mère. Wilfried devient alors papa solo et gère seul pendant plusieurs semaines. Les premiers bains, les nuits entrecoupées, les biberons, mais aussi la mauvaise surprise d'une enquête par les services sociaux. Il nous raconte tout. Eh bien, je m'appelle Wilfried, j'ai eu 49 ans cet été. Je vis avec Virginie et maintenant une petite Léa qui a eu 6 mois le 13 novembre. Nous habitons sur Hyères et je suis dans la vie coach. Donc j'accompagne en fait des jeunes, un public bien ciblé de 18 à 25 ans, pour les aider et les accompagner dans leurs projets perso et leurs projets professionnels aussi. Voilà. Et j'ai une double casquette puisque je suis aussi animateur radio sur Gapo FM. Je fais de la pub, j'en profite. Donc j'anime une émission tous les jeudis. J'anime 2 émissions à l'heure d'aujourd'hui. Donc la première qui est sur le grill, le jeudi de 19h à 21h. Et en alternance tous les 15 jours, l'autre jeudi, une émission qui s'appelle Les Cerfs-Volants. L'émission sur le grill, c'est un peu comme ce matin. J'accueille en fait toutes sortes de personnes pour raconter leur histoire afin de dégager un message d'espoir. Voilà. Alors l'histoire avec Virginie, on se connaît depuis bientôt 3 ans. On s'est connus dans un endroit vraiment spécifique puisque c'était une maison de repos à type psychiatrique puisque Virginie a fait une grosse dépression et j'en ai fait une aussi. Alors, je ne raconterai pas pourquoi Virginie a fait sa dépression. Moi, je peux en parler. Je peux être transparent dessus. J'ai mon meilleur ami qui s'est suicidé en juin 2019. Et je pensais que tout allait bien se passer, etc. Et tout. Et finalement... j'ai passé les 6 derniers mois, donc entre juillet et décembre 2019, dans des souffrances que j'ai retenues, en fait. La douleur, parce que c'était plus qu'un meilleur ami, c'était un frère, c'était une personne avec qui je partageais absolument tout, et c'était la seule personne sur cette planète qui m'écoutait, qui m'entendait, qui me comprenait. Et voilà. Donc il a fait le choix de partir. J'en ai jamais voulu, c'est son choix, et voilà, et donc et en janvier 2020, je suis rentré dans cette clinique parce que j'ai pété un peu les câbles sur la fin d'année, les fêtes de fin d'année 2019. Donc j'étais déjà suivi par une psychologue et ça allait plus du tout. Donc du coup, j'ai pensé à plein de choses horribles, à se donner la mort, des choses, à boire. Ça allait plus du tout, quoi. J'arrivais plus du tout à gérer ça. Son absence était terrible, horrible, insupportable. Donc j'ai été hospitalisé en janvier 2020, le 14 janvier, donc le jour de son anniversaire. Comme quoi je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, il n'y en a vraiment pas. Donc je suis rentré le jour de son anniversaire en clinique et j'y suis resté quasiment 4 mois. Et c'est là que j'ai rencontré Virginie. Virginie est rentrée 3 jours après, le 17 janvier. Donc on était tous les deux dans un état plus que dépressif, dans ce qu'on appelle une dépression sévère. Et donc cet atelier extrêmement bienveillant où on avait un psychologue, un psychiatre qu'on voyait tous les matins. Et puis donc distribution des médicaments, etc. Et tout. Et par contre, ce qui pouvait nous aider en fait tous les jours et ce qui nous a énormément aidé, et je dirais presque nous a sauvé la vie, c'est des ateliers thérapeutiques qu'on suivait absolument tous les jours par des professionnels. Donc on est resté plusieurs mois, on a fait connaissance comme ça avec Virginie, sans plus, en discutant. Moi je sortais aussi d'une
d'une relation aussi très compliquée, où j'ai vécu 17 ans avec la même personne et j'étais marié. Cette personne est ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop dire ce terme-là, mais c'est ce qu'on comprend le mieux, une perverse narcissique. Virginie, donc on avait des similitudes dans notre histoire, elle avait vécu aussi avec un pervers narcissique. Et puis nos histoires ont fait qu'on s'est rapprochés un petit peu. Je suis sorti de la clinique, elle avait besoin alors là je passe, elle avait besoin de quelqu'un pour garder les chats, j'ai gardé les chats, elle m'a remercié en m'invitant à manger, elle m'a fait me présenter un petit peu, elle m'a présenté sa meilleure amie et d'autres connaissances à elle. On a sympathisé et il s'avérait que voilà, on a des sentiments qui se sont révélés. Et puis au mois de mai, on s'est embrassé pour la première fois, mai 2020. Et on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. Voilà. Donc on ne s'est plus quitté depuis. On n'a pas repris le travail tout de suite tous les deux. On a décidé de profiter et de prendre du temps pour nous. Et on est parti 1 an sur les routes de France. Donc on a dépensé toutes nos économies. Et on a voyagé dans les 4 coins de la France. Voilà, on est parti 1 an en vacances, on a profité de nous, on a continué à apprendre à se connaître, ce qu'on fait toujours aujourd'hui, mais on se connaissait très peu finalement, hein, et on était quand même 2 personnes, et on l'est encore un petit peu, mais on était encore 2 personnes très fragilisées. Mais ça c'est quand même, ça s'est super bien passé, on a vécu 1 an de rêve. Je me dis si on pouvait tous vivre comme ça serait génial. Si j'avais ce pouvoir-là, en tout cas je donnerais ce pouvoir à toutes les personnes qui habitent cette planète Terre en disant voilà, vous ne travaillez plus, vous profitez de vous et vous prenez du temps pour vous. Mais j'ai pas ce pouvoir. Voilà, donc tant pis. Mais c'est possible, malgré tout. C'est possible de le faire à une plus petite échelle, et même la plus petite échelle, elle est ultra importante. Et puis on est revenu quand même à la réalité, hein. Il a fallu se dire à un moment donné il faut quand même travailler, hein. Faut payer les factures, le loyer, etc. Donc moi j'ai repris, j'étais conseiller en mission locale, donc dans l'accompagnement toujours des jeunes. Et j'ai repris en mi-temps thérapeutique, mais j'étais plus à ma place. Enfin, en tout cas, dans cette association, j'étais plus spécialement à ma place. On avait besoin de changement, et puis on avait vécu 1 an un peu partout, et on s'est dit pourquoi on n'irait pas vivre dans le sud. On a envie, il y a du soleil, il y a un autre climat. Puis au-delà du climat, on quitte un peu tout ce contexte, tous ces entourages qu'on connaît, où ça a été difficile, etc. et tout. Donc on a voulu tourner la page. Et donc c'est ce qu'on a fait. On avait à l'époque une petite 205 Peugeot qui avait presque 30 ans. On a tout chargé dans la voiture. On a vendu tous les meubles. Et on avait nos 2 chats. Et on s'est dit, on prend la voiture et on s'en va. La voiture était chargée à bloc. Pleine à craquer. Avec des vêtements, une télé. Enfin bref, on a tout réussi à mettre dans la 205 quand même. Elle a tout d'une grande, comme disait la publicité à l'époque. Et finalement, on est arrivé dans le sud, on avait trouvé un logement. Alors on a galéré au départ pour trouver un logement, parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement difficile de trouver un logement dans le sud. Mais bon, il y a des choses qui devraient changer. Je ne peux pas trop en dire, mais je sais qu'il y a des choses qui changent là-dessus, et c'est très bien. Mais en tout cas, c'est très difficile, donc on est parti de logement en logement, de location saisonnière. Ça nous a coûté encore des sous. Donc on a fait Bandol, La Valette, enfin bref. Et puis on a trouvé récemment un appartement à La Surya. Mais avant tout ça, quand on est arrivé dans le sud, c'était Enfin moi je suis arrivé en juillet 2020, si je dis pas de bêtises. Non, 2021. Juillet 2021. Juillet 2021, donc j'ai commencé toujours en mission locale. Je me suis dit, je prends ce métier-là parce que je sais le faire au départ. J'avais d'autres projets. Mais je me suis dit, pour l'instant, je reste sur ce que je sais faire et je reprends mes marques. Et Virginie est tombée enceinte. Alors la date exacte, c'est le 30 août 2021. Donc elle a appris qu'elle était enceinte. Et puis, alors je passe les détails, mais en tout cas, cette année a été... c'est pas l'année, c'est 9 mois. Tout s'est parfaitement bien passé. Elle a vécu... En tout cas, une belle grossesse, même si par moments c'est très difficile pour elle, parce elle était que de Tours, elle n'avait jamais bougé avant, donc parce qu'on vient de Tours, à la base, en Indre-et-Loire, et elle n'avait jamais quitté ses amis, sa famille, la région, et elle se retrouve enceinte dans une nouvelle région, donc c'était extrêmement difficile pour elle. Donc il y avait des moments
certes, où c'était très compliqué. Et puis moi, du coup, j'avais repris un boulot à temps plein, en mission locale. Et donc j'étais là que le samedi, dimanche, quoi. Puis le soir, à partir de 18h. Donc c'était très compliqué. Elle a vécu des moments très compliqués, mais tout s'est bien passé. Pas de problème de santé. C'était pas, à part les fameuses nausées des 3 premiers mois, etc. Tout s'est bien passé. On a profité. Le week-end, on profitait pour sortir, se balader. Et jusqu'à l'accouchement. Donc Léa est née le 13 mai 2022. Je peux parler un petit peu de l'accouchement parce que j'ai aussi envie d'en parler. Elle a mis quand même quasiment 48 heures à accoucher. Donc ça a été extrêmement douloureux pour elle. Donc 48 heures sans boire, sans manger, aussi bien pour elle que pour moi. Des douleurs de contraction terribles. Et finalement, voilà, je passe un peu les détails de son accouchement. Mais voilà, c'était pas une partie facile, pour elle en tout cas. Pour moi non plus, mais pour elle, puisqu'elle l'a vraiment vécu de l'extérieur comme de l'intérieur. Moi, c'était uniquement de l'extérieur. Et puis, 13 mai 2022, minuit 7, Léa arrive, en pleine forme, en pleine santé. Donc, séance de peau à peau pour papa et maman. Magique. Enfin, magique, inoubliable. Et puis, on intègre en fait les chambres, puisqu'on est là pour quelques jours. Donc moi j'avais demandé de rester sur place. Donc merci à tout le personnel aussi de la maternité à Toulon, ils ont été extraordinaires. Tout s'est bien passé les 3-4 premiers jours et puis Virginie, au bout du 4e, 5e jour, elle me dit ça va pas bien, je suis pas bien, j'ai des nausées, elle se mettait à pleurer. Alors moi, forcément, je comprenais pas trop. Je me suis dit, c'est génial. On souhaitait une fille, on a une fille. Elle est en bonne santé, tout se passe bien. On était heureux tous les deux. On va être heureux à 3. Je comprenais vraiment pas du tout ce qui s'est passé. Et au bout de 3-4 jours, elle m'a demandé de rentrer le soir. Parce que forcément, je le dis haut et fort sur ce podcast, je ronfle. Et comme je dormais dans la même chambre, ça l'a gêné. Donc, et je comprends tout à fait. Alors du coup, je me suis dit, ok, ça fait 3 nuits que je ronfle, ça l'empêche de dormir. Elle était très fatiguée quand même. Donc je suis rentré à la maison et donc je venais la voir sur la journée. Et puis un jour, c'était un vendredi, je rentre, ça faisait 8 jours qu'elle avait accouché. Je rentre, j'arrive à la maternité et je vois 3-4 personnes dans la chambre, elle en pleurs, et puis je vois pas Léa. Je vois pas Léa dans le berceau. Et puis les personnes me disent, attendez, patientez, ça va pas, votre compagne a fait une crise hier soir, elle a voulu se faire du mal et elle nous a demandé de retirer la petite, peur qu'elle fasse du mal à la petite. Et là, tout s'écroule. On sait pas. On pense absolument à rien là-dedans. Et donc moi, c'est vrai que le réflexe que j'ai eu, c'est d'être auprès de Léa. Donc j'ai demandé de me mettre dans la même pièce qu'elle. Donc j'ai été un petit peu avec Léa au départ. Et puis ensuite, on m'a dit, voilà, la maman récupère un petit peu, vous pouvez aller la voir sans la petite. Donc j'ai été voir, donc j'ai essayé d'échanger avec Virginie sur ce qui s'était passé et tout, mais impossible d'établir un échange constructif. Elle me dit, je suis pas bien, ça va pas, j'ai envie de me faire du mal, je vais faire du mal à la petite. Mais je dis, mais non, tu peux pas te faire du mal à la petite. Moi j'ai pas compris ce qui s'est passé, hein. Vraiment, aujourd'hui, je le comprends avec du recul, mais sur le coup, je raconte sur le coup, sur le moment, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé, pourquoi se faire du mal, pourquoi vouloir faire du mal à la petite. Et puis c'est vrai que j'étais un petit peu, je le reconnais, hein, j'étais un petit peu en colère, parce que je me dis, je comprends pas, là, tout pour être heureuse. Aujourd'hui, encore une fois, je le dirai tout à l'heure, mais je pense différemment. Mais c'est vrai que vraiment, quand on vit ces moments-là à l'instant présent, je me dis, c'est pas possible, quoi. On est heureux, elle est pas bien, elle veut se faire du mal, à la petite. Je comprends pas, quoi. Donc la psychiatre du service est venue la voir. Elle m'a fait sortir de la pièce.
Et puis ça a duré, ça a été très très court, hein, 6-7 minutes et encore. Elle sort et elle me dit, bon écoutez, votre compagne va être hospitalisée donc à l'hôpital Henri Guirin à Pierrefeu, donc l'hôpital psychiatrique. Et là je me dis, mais comment ça, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas... Donc je rentre dans la chambre, je dis à Virginie, écoute, c'est pas possible, t'as tout pour être heureuse. On est passé déjà par des moments difficiles, on a connu une dépression, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de travailler et de se dire, on peut en tout cas, voilà. Et je lui dis, écoute, ça rentre avec moi et la petite. Moi, j'étais obsédé par le fait de pouvoir rentrer tous les trois. Et je lui dis, rentre sans penser finalement à elle. Sur le coup, je pensais pas du tout à elle. Hein. Il faut qu'on rentre tous les trois. C'est ce qu'on avait dit dès le départ. Enfin voilà, je suis resté un peu buté là-dessus, sans méchanceté, mais paniqué. Et elle me dit non. Je dis, réfléchis. Si ça va pas, tu rentres avec nous. Si ça va pas, je te ramènerai. Et elle me dit non. Je vais suivre les conseils des médecins et de la psychiatre. Voilà. On a parlé... Alors, on m'a pas parlé vraiment de ce qu'on appelle la dépression post-partum. On n'a pas trop parlé. On dit, elle est pas bien, etc. Et tout, ça va pas. Elle a tenté de se faire du mal. Mais vraiment, hein, parce qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain, avec quelque chose autour du cou. Et donc, dans l'intérêt de protéger la petite, moi, on m'a dit non. Alors, pour répondre à cette question, non, on n'a pas posé de mots clairement dessus. Vraiment. La psychiatre a été quand même un peu trop directive, je trouve, parce qu'elle m'a dit, non, voilà, on la transfère, et vous allez rester ici quelques jours. Non, comment ça, je vais rester quelques jours? Vous allez rester avec la petite à la maternité, et on va hospitaliser... votre compagne. J'ai dit, non, moi je reste pas ici. Moi je me sens plutôt pas mal malgré ce que je vis en ce moment. Vous me dites que la petite est en bonne santé, etc. et tout. On avait fait des bains. Voilà, avant, pendant cette semaine qui s'est écoulée entre la naissance et ce jour-là, on avait montré qu'on pouvait, en fait, ou en tout cas j'avais montré que je pouvais au moins la changer, etc. et tout. Puis on sait derrière qu'il y a toujours un accompagnement quand on rentre à la maison. Donc, et elle me dit non. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on me demande de rester 3-4 jours. Et je leur ai dit, non, moi je comprends pas. De toute façon, moi si j'ai envie de rentrer avec ma fille, vous m'empêcherez pas de rentrer avec ma fille. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu brut de pomme, pas brutal ni violent, mais brut de pomme en me disant non, je rentre avec ma fille et on va chez nous, on attendra que Virginie aille mieux. Et voilà. Et s'il faut, on ira la voir. Vous ne pourrez pas aller la voir maintenant. Elle est vraiment pas bien. Il faut la laisser toute seule pour l'instant. Donc je suis resté la première nuit, le vendredi soir. Et le lendemain, toute la nuit, vraiment, j'étais très très mal dormi et j'ai vu les infirmières passer régulièrement. Et je leur disais, moi demain, vous me cherchez quelqu'un d'autre, mais moi je veux rentrer avec ma fille demain, quoi. Voilà. Donc si vous me faites pas un papier ou quoi, je partirai, quoi qu'il se passe, je resterai pas ici 3-4 jours. Donc j'étais un petit peu à l'encontre du vouloir de la psychiatre. Et finalement, ils m'ont fait ce papier pour sortir. Donc je me suis dit, super. Ils m'ont laissé rentrer. Donc on est rentré le samedi. Donc merci aussi à Manon, de la maman des Brigades Imparfaites. Je fais un petit coucou. Parce qu'elle m'a beaucoup aidé, accompagné dans ces démarches-là. Et c'est elle d'ailleurs qui est venue nous chercher à la maternité le samedi. Donc je suis rentré. Et c'est vrai que de passer en fait la porte de chez soi, seul, enfin pas seul puisque j'étais avec Léa, ça fait un choc. Ouais. C'est vraiment extrêmement brutal de rentrer tout seul avec sa fille et de se dire que la femme qu'on aime, sa compagne, a été hospitalisée. Alors le mot psychiatrique, il est très loin de me faire peur. Il veut tout dire, surtout pour moi, il veut tout dire et rien dire à la fois. Mais voilà. Et puis dans ces cas-là, quand on en parle un petit peu autour de soi, aux familles, aux amis, ils comprennent pas. Hein. Ils sont aussi ils nous alimentent un petit peu aussi dans ce que j'étais moi en disant je comprends pas, elle a tout pour être heureuse. Et donc finalement, tout le monde reprend en fait cette phrase. Mais pas du tout. En fait, c'est indépendant ce qui lui arrivait était indépendant de tout ça. Donc j'ai vécu. Alors, merci aussi à la PMI et tout le personnel de hier qui était là aussi parce qu'ils sont passés plusieurs fois par semaine. Il y avait quand même, j'aime pas trop dire surveiller, mais il y a quand même cette surveillance parce que ils me connaissent pas non plus. Ils laissent partir un papa seul avec, alors que c'est pas
pas très commun finalement. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas, j'en ai pas rencontré jusqu'ici en tout cas, et j'aimerais bien le partager avec certaines personnes qui ont vécu aussi ça. Mais on arrive chez soi et c'est très compliqué, on est aidé, on est suivi, et puis moi qui pensais que tout allait très bien se passer, finalement, alors c'est très compliqué, hein, un papa seul à la maison, je pense qu'on tire pas assez de chapeau aux mamans qui s'en occupent dans 90%. Alors je donne un chiffre, mais j'en suis pas sûr, hein, je dis 90% des cas, je sais pas, mais c'est vrai que quand je discute autour de moi, entre la famille et les amis, et même des personnes avec qui on discute, qu'on rencontre, c'est vrai qu'en général, les mamans qui rentrent avec leur papa et leur enfant à la maison, dans 90% des cas, peut-être plus parfois, c'est la maman qui gère. Voilà. Papa, il n'ose pas, ou il sait pas, il a le droit de pas savoir, hein. Il a le droit de pas oser non plus. On en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le dire à ce moment-là, quand on n'ose pas et quand on... Mais c'est vraiment pas facile. Moi, je tire mon chapeau, et encore, c'est l'expression elle est trop faible, mais que les mamans s'occupent de leur enfant comme ça, déjà de vivre une grossesse, j'allais dire c'est une chance extraordinaire, je sais pas si c'est une chance extraordinaire, mais en tout cas, c'est un vrai métier. C'est un vrai boulot de porter un enfant, de donner la vie, et en plus, au moment où on donne la vie, c'est là que ça démarre vraiment, quoi, où il faut s'occuper de l'enfant parce qu'il y a une vie. Et nous, notre rôle, en tant que papa, il est extrêmement important et vital pour le couple, quand je dis le couple, et la famille. Le couple, donc maman, papa, et la famille, donc maman, papa et l'enfant. C'est extrêmement important. Et moi, je l'ai découvert. Alors, je suis papa déjà d'un premier enfant qui est très grand. J'étais déjà très investi sur cette grossesse, parce qu'il est très grand, il va avoir 26 ans. Donc, mais j'étais déjà très investi sur cette première grossesse, parce que c'est comme ça fait partie de moi. Je sais qu'on n'est pas tous comme ça, mais c'est important d'être présent, d'être là, de se lever la nuit, etc. Moi, j'ai été tout seul, et j'ai beaucoup pensé aux mamans qui se disent, bah oui, finalement, les mamans que j'entends et qui disent, bah moi, un tel se lève pas, enfin, leur copain se lève pas, ou leur mari se lève pas la nuit, ou non. Je pense que il faut prendre conscience que on a notre part à faire, quoi. Et il faut la faire, en fait. C'est capital, c'est vital, c'est essentiel. Il faut faire cette démarche où, voilà, on a voulu, je disais tout à l'heure, on a voulu cet enfant. L'enfant, c'est pas la chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule, hein. On l'a fait ensemble, on le fait à deux, donc on s'en occupe à deux. Et s'occuper à deux de l'enfant, c'est aussi se lever la nuit. Et c'est pas parce que maman ne travaille pas, elle est en congé maternité, que papa, lui, travaille toute la journée. Et ça, je le dis, c'est pas un coup de gueule, mais presque. Mais se dire, je me lève la nuit, quoi. Bah ouais, mais tu travailles. Bah non, tu te lèves la nuit aussi. Parce que la maman, moi je l'ai vu parce que je suis resté 6 semaines seul avec Léa, quand on fait tout seul, c'est extrêmement fatigant. Ça prend une énergie de dingue, se lever. Et puis quand c'est petit, ça boit pas toutes les 8 heures. Non, ça arrive plus tard. Donc c'est toutes les 2-3 heures. Et puis l'échange, c'est pareil. Et puis il faut s'en occuper. Et puis il y a les bains. Alors même si on la baigne pas tous les jours parce qu'elle est petite et parce que c'est ce qu'on nous conseille au départ, ok, je suis ok, on les baigne tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Mais il faut le faire. Voilà. Et quand le papa travaille, alors moi j'étais là avec Léa pendant ces 6 semaines, donc j'ai tout fait, tout seul. Je suis très fier quand même, parce que je suis très fier de moi malgré tout, parce que c'est très difficile, c'est très compliqué, mais je suis très fier. Et puis j'ai établi une relation hors du commun avec Léa pendant ces 6 semaines qui, encore aujourd'hui, transpire en fait, dans les regards qu'on peut échanger avec ma fille. Voilà. Et je suis content aujourd'hui que la maman a repris aussi sa place, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je suis content que la maman ait repris sa place aussi, et qu'aujourd'hui, on peut parler de famille. Donc ces 6 semaines avec Léa, très compliqué, très difficile, et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé donc à la maman, bien sûr, qui était en psychiatrie. On s'est battu pour obtenir des visites, c'était pas simple non plus, parce que dans un hôpital comme celui-ci,
c'est difficile de se déplacer parce qu'il fallait la laisser seule. Et se déplacer en plus avec un enfant, c'est quasiment pas possible. On l'a obtenu parce que la fête des mères est arrivée au mois de juin. Et j'ai dit, bah voilà, c'est la fête des mamans. Laissez-nous rentrer, mettez-nous dans une pièce isolée, à l'abri des patients, et laissez-nous 1 heure ou 2. Et on l'a obtenu, et ça c'est super. C'est pour ça que tout ce personnel, en tout cas nous on est tombé sur des gens super. Voilà, le personnel médical, aussi bien à Guérin que sur Toulon, c'était super. Et donc oui, je disais tout à l'heure, donc je pensais au papa. J'insiste un peu là-dessus parce que pour moi c'est hyper important que le papa prenne sa place. Et s'il ne sait pas faire, eh ben il le dit. Il faut le dire. Et parce qu'il a le droit de ne pas savoir faire. Et ça aussi, il faut se le dire. Et s'il ose, même si on n'ose pas, même s'il n'ose pas, alors s'il pense savoir faire mais qu'il n'ose pas, il faut qu'il le dise aussi. Il faut, à un moment donné, il faut oser. On était là quand il a fallu, ça peut faire sourire ou pas, mais on était là pour faire l'enfant avec maman. Donc, il faut être là aussi une fois qu'il est là, quoi. Et puis c'est tellement merveilleux, je crois que c'est la plus belle chose qui peut arriver en fait au monde d'avoir un enfant. Déjà pour la maman de donner la vie et d'être papa et de se dire quelque part moi j'y ai pensé parfois, je me suis dit mais ça m'aurait peut-être pas dérangé finalement d'être enceinte et tout. Avec du recul un peu moins. Mais ça m'a effleuré l'esprit, j'avoue. Mais c'est vrai que d'être seul avec un enfant, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, je pense encore une fois à toutes les mamans qui vivent seules. Il y en a énormément qui vivent seules encore parce que les papas quittent le bateau. Et puis d'autres qui restent là, mais qui s'en occupent pas. C'est un peu pareil, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, pas très objectif, mais c'est un peu la même chose. Finalement, on reste sur le bateau, mais on bouge pas. Voilà. Si le bateau coule, on se dit, non, éventuellement je peux écoper de temps en temps, mais vite fait, quoi. Et non, je pense que le papa, et j'espère qu'ils m'entendront en tout cas dans ce message, c'est que vous devez être là. Moi, s'il faut laisser mes coordonnées, appelez-moi. Je pense qu'on a besoin d'échanger. Il existe des cercles de papa aujourd'hui un petit peu partout, et surtout, alors je fais de la publicité pour la brigade des mamans imparfaites, mais je trouve ça hyper intéressant de venir échanger entre papas, parce que là on est entre papas et on raconte un petit peu ce qu'on vit. Et finalement, on vit des choses toutes différentes, un peu comme moi, qui ai vécu seul avec ma fille au départ, ou d'autres qui osent pas parler, qui osent pas agir, mais il faut à un moment donné, parce que la maman, elle a énormément besoin. Parce que je me suis trouvé un peu dans ce rôle-là, en fait, pendant ces 6 semaines. Jouer un peu le papa et la maman. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Et encore, je me dis, j'ai de la chance, je l'ai fait que 6 semaines. Aujourd'hui, je me dis, j'ai fait que 6 semaines, en fait. Sur le coup, les 6 semaines ont paru vraiment une éternité. Mais j'oublie pas les moments de joie. Les moments où je parle avec ma fille. On est tout seul dans un appartement avec sa fille qui a quelques jours. Donc, je lui parle, en fait, comme une personne adulte, en disant, je vais te changer. Maman, elle est malade, donc elle reste à l'hôpital. Mais quand on pourra la voir, on ira la voir. Et elle va bientôt nous rejoindre. Et j'ai eu énormément de chance parce que Léa a été extraordinaire et elle a vraiment été adorable, quoi. Pour les bains, pour l'habiller, parce qu'il faut l'habiller, la changer, même les nuits, elle s'est mise à faire des nuits de 6, 7, 8 heures. Donc, et quand maman est arrivée, oui, elle faisait presque ces nuits de 7, 8 heures complets. Il ne faut pas les sous-estimer aussi, ces petits êtres. Et ils ont une force extraordinaire aussi. Et il faut être là pour les écouter. Je ne sais pas si on peut vraiment les comprendre, mais on peut tâcher, en tout cas d'essayer de les comprendre, mais il faut les écouter. Et il faut échanger avec eux. Et l'échange qu'on peut avoir, le lien qu'il y a entre maman et enfant, nous, papa, on ne pourra pas l'avoir. Mais on a aussi notre lien. Et ce lien-là, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il est hyper important. Et aujourd'hui, Léa a 6 mois, et certains pourront rigoler, mais c'est vrai. J'ai une véritable complicité avec ma fille. Maman est là depuis cet été. Elle a établi un vrai contact avec elle. Elle est passée par-dessus ces phobies qu'elle avait. Et aujourd'hui, il y a un vrai lien entre... on le voit, moi je le vois, je trouve ça extraordinaire quand
quand ma fille fait des sourires ou quand elle rigole, puisqu'elle rigole aujourd'hui, elle rigole un peu plus que quand elle avait quelques jours, mais on sent ses rires avec maman, c'est extraordinaire. Parce qu'on se dit, finalement, voilà, elle rigole avec sa maman et elle est peut-être aussi passée à autre chose. On a passé un moment difficile, mais elle est là. Et aujourd'hui, et j'ai aussi ces moments-là, et c'est extraordinaire. Moi, quand je rentre du travail, aujourd'hui, je peux rentrer à 5h, 5h30 ou 6h, et je peux passer 1 heure ou 2 avec elle, en fait. Voilà. Si c'est le jour du bain, on fait le bain et je joue avec elle. Enfin, je suis pas dans le bain avec elle, mais voilà, on joue. Enfin, c'est un jeu, le bain. Mais c'est extraordinaire. Je passe 2 heures avec elle, et puis voilà, quoi. Enfin, on peut passer du temps, même si on travaille toute la journée. Voilà. Nous, à la maison, on s'est dit, tiens, moi je fais le bain, moi j'adore ces moments-là, j'adore l'eau, je sais que Léa adore l'eau aussi. On fait le bain. Voilà. On parle souvent des partages des tâches dans un couple sans enfant. Ça parle beaucoup, mais je ne sais pas si ça fait vraiment, mais je pense que oui, il y a quand même des couples quand même qui jouent le jeu. Forcément, il y en a, c'est sûr même. Mais quand l'enfant arrive, il ne faut pas laisser tomber ou négliger ce partage des tâches. Et en plus, on n'est plus 2, on vit à 3. Et de passer de 3 à 2, c'est extrêmement difficile aussi. Parce que c'est une nouvelle organisation, c'est pas facile. Moi, pendant ces 6 semaines-là, j'ai appris à vivre à 2, mais sans maman. Et quand maman est arrivée, j'appréhendais beaucoup son retour, parce que je me suis dit, mais comment ça va se passer ? Moi, je suis calé, tout est calé, tout est organisé. Et donc forcément, moi je suis très organisé déjà de base. Virginie, un peu moins, beaucoup moins, même beaucoup moins. Mais, et donc je me dis, mais comment ça va se passer ? C'est très très compliqué. Mais on s'en sort. On s'en sort par l'échange. Le fait de discuter, finalement, moi j'aime bien faire ça, toi t'aimes bien faire ça. Pour les biberons, ça c'est imparable. On partage. Alors la journée, on fait comme on peut. Mais la nuit déjà, c'est fait pour dormir, de base. Pour ceux qui travaillent de nuit, je parle pas de ceux qui travaillent de nuit, mais en tout cas la nuit, elle est faite pour dormir. L'être humain est fait pour dormir. Et donc forcément, maman a aussi besoin de dormir. Et il faut savoir que si elle est toute la journée, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui moi j'ai repris le travail, Virginie ne travaille toujours pas, mais moi je travaille la journée, mais si je me lève pas la nuit, déjà pour moi c'est impensable. Du coup c'est pas le sujet, mais il faut, en tout cas c'est important de soutenir maman. Voilà. Et ça montre aussi à l'enfant, je pense, directement, que papa il est là aussi, quoi. Voilà. Et je pense que le bébé est loin d'être... il a tout son cerveau aujourd'hui bien constitué, donc il se rend compte que les deux se lèvent, les deux s'en occupent, les deux jouent avec lui. On n'est pas là juste pour le prendre dans ses bras, lui faire 3-4 bisous et dire tiens, vas-y, c'est le biberon. Non, c'est pas ça. Hein. C'est une vie, hein, il faut s'en occuper. Hein. Je les appelle. Oui, c'est vrai. Comme quoi, aujourd'hui, ça m'est vraiment sorti de l'esprit. Hein. Mais oui, parce que c'est vrai que j'ai tenu tête un petit peu à tout ce process et ces médecins en disant je veux sortir, je souhaite sortir, c'est ma fille et je veux sortir et je sortirai quoi qu'il se passe. Donc en me signant le papier, quand ils m'ont signé le papier pour ça, je me suis dit c'est bon. Et c'est vrai que oui, je t'en ai parlé au téléphone. J'ai appris par courrier et par l'intermédiaire de ma psychologue qui me suivait que la maternité avait demandé une enquête sociale. Ça c'est un coup. Je sais pas je sais pas quel mot je pourrais utiliser pour pas que ça fasse trop violent, mais en tout cas c'est un coup extrêmement dur. C'est un uppercut, voilà. Rester dans le sport et la boxe. C'est un uppercut parce que tout se passe bien. On a des personnes qui viennent régulièrement. Je l'ai appris au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on était rentrés. Donc ça faisait 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on était là. Les puéricultrices passaient, la sage-femme passait. J'ai des éducateurs qui passaient même le dimanche. Et puis finalement, ils s'apercevaient que tout se passait très bien. Ils étaient très contents. C'était pas facile, mais tout se passait très bien. Et quand on apprend qu'il y a une enquête sociale, on pense tout de suite, qui dit enquête sociale, on se dit, on va enquêter sur vous. En fait, j'ai compris que l'enquête sociale a été demandée au moment où je suis sorti. Donc il y a eu un décalage entre le moment où je suis sorti de la maternité et la demande, et et les 2 semaines et demie où les personnes sont passées, ils disaient ça se passe très bien. Ça n'a pas empêché
l'arrêt de l'enquête sociale. Même si les assistantes sociales qui nous suivaient ont tenté, et merci à elles, le centre social de Deuillères a tenté de mettre fin, de stopper cette enquête. Mais c'était lancé, c'était demandé par la maternité, il n'y avait rien à faire. Donc l'enquête sociale, qui dit enquête sociale, dit qu'il y a 2 personnes qui passent régulièrement, 2 fois par semaine, et qui vous posent des questions, et qui vérifient ce que vous faites, et vérifient un petit peu comment vous changez, comment vous baignez, comment ça se passe avec la petite, savoir combien on la change parfois par jour, si elle fait ses selles, son pipi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très carré, mais on a peur en fait. On a peur que... Voilà, on se dit, ça se passe bien depuis 2 semaines et demie, je suis tout seul avec la petite, j'ai quand même ma conjointe qui est en hôpital, c'est pas simple, donc je vis un moment difficile, et on me dit, une enquête sociale, je comprends pas quoi, et on me dit que ça se passe bien, on a voulu tenter de stopper, et on me dit, non, on l'a fait quand même, on va jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est pas facile quoi. Et puis, en prenant du recul, je me dis, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, j'ai été beaucoup soutenu aussi par la PMI, et puis tout s'est très bien passé. Voilà. L'enquête sociale a mis fin août, début septembre. Ouais, c'est récent encore. Mais il y avait l'été. Donc c'est vrai que l'été, il y a les vacances du personnel, donc forcément, mais ça a mis un peu plus de temps. Mais oui, c'est un passage extrêmement difficile. Ouais. Et puis Virginie, à l'hôpital, elle n'était pas bien, et elle nous donnait très peu de nouvelles. C'était compliqué, j'ai l'impression que j'ai eu cette sensation que je la perdais, et donc je me suis raccroché à Léa, quoi. En disant, en restant positif aussi, en me disant, les choses changeront, peut-être. Mais on passe par plusieurs phases, hein, c'est vraiment... autant un jour on est bien, un jour on n'est pas bien et tout, mais on doit garder finalement le cap, parce que pour nous déjà, et puis pour l'enfant, pour Léa. Et quand on la voit aujourd'hui, quand je vois ma fille, moi aujourd'hui, où je pousse la porte de sa chambre et qui sourit, et je le dis, dans 100% des cas, le matin, et elle sourit toute la journée, mais dès qu'on ouvre la porte pour aller la chercher parce qu'on l'entend se réveiller, elle sourit dans 100% des cas. Et quand je dis 100%, c'est pas 98 ou 99, c'est vraiment 100% des cas. On se dit que on est présent, on est là avec elle, et elle sait qu'on est là. Voilà. Et de connaître ça, c'est magique. Et c'est pour ça que je dis souvent, alors je m'adresse encore au papa, mais c'est valable aussi pour les mamans, hein. C'est important d'être là pour eux, de les écouter, d'être près d'eux, de passer du temps avec eux. Ils ont ce besoin-là, et je pense que les premiers mois, toute la vie est importante, mais les premiers mois, ils ont cette importance-là, en fait. Au bout de 6 semaines, il y a eu un sentiment où on est content, et on a quand même, on a cette petite peur quand même. On est content parce qu'on se dit, on va reformer une famille, et on est, ce que je disais tout à l'heure, un peu frustré parce que moi je suis très organisé et pas elle, et on se dit finalement il va peut-être falloir reprendre un peu l'organisation, et ça c'est très compliqué. En tout cas pour moi c'était très compliqué, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire quoi, ça va être compliqué, parce que moi je m'assure toujours que elle ait du lait, elle ait de l'eau, elle ait son linge propre, etc. Et Virginie, déjà, aucune critique, hein, puis elle le sait de toute façon, mais elle est souvent à me dire c'est pas grave, moi si j'ai pas de linge pour demain, je reste comme ça, c'est pas grave, je ferai la machine demain. Et donc moi j'avais cette peur, disant elle peut pas être comme ça avec la petite, parce que la petite, il faut quand même un minimum, voire un maximum d'organisation. Elle me dit mais c'est pas pareil, avec la petite, je serai organisé. Ce qui n'a pas été le cas au départ, hein, c'était compliqué. Donc c'est très compliqué au départ. Quand elle est revenue, mes appréhensions étaient avérées, mais peut-être que je les ai attirées aussi, hein, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est compliqué. Moi, j'aime bien que tout soit rangé à sa place. Les bavoirs, les bodys, avec tous les bodys, manches courtes, manches longues, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout soit carré comme ça. Et c'est compliqué. Et c'est-à-dire que quand j'ai pris le travail et qu'elle était là, et je rentrais le soir, je cherchais la bavoir, je cherchais, le lait était pas remis à sa place. Et donc, forcément, c'est très perturbant pour moi, mais ça, c'est dû aussi à mon historique de vie, à mon enfance.
Et donc c'est très compliqué pour moi aujourd'hui si je suis comme ça, même si je l'ai beaucoup travaillé et je vois toujours une psychologue pour ça, je l'ai beaucoup travaillé, mais ça reste par moments très compliqué. J'ai besoin que tout soit... Ça me rassure en fait que tout soit rangé et organisé. Et c'est vrai que pendant ces 6 semaines, j'étais tout seul, donc forcément c'était mon organisation et et tout était plus ou moins, presque tout était fluide parce que c'était ma propre organisation. Alors que déjà nous à deux c'était compliqué de trouver quelque chose ensemble. Et c'est ça qui fait que quand j'ai su qu'elle allait rentrer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ça va se passer ? Alors j'ai échangé, encore une fois. Et c'est là que je dis que c'est important d'être aidé, d'être soutenu, d'échanger, d'oser parler, de dire les choses, parce que parfois, nous, dans cet état-là, on n'a pas spécialement les solutions. On voit tout un peu en noir, un peu du côté obscur de la force. Mais là, le fait d'échanger et de parler, on aborde les choses différemment et on dit, voilà, on en parle, on échange, on discute. Et on n'est pas encore tout à fait calé à l'heure d'aujourd'hui avec Virginie. Mais on s'en sort. Et c'est pas simple non plus tous les jours, mais on s'en sort aussi. Et puis après, chacun doit mettre, pour ceux qui boivent de l'alcool, mettre de l'eau dans leur vin. Voilà, nous on met de la limonade dans notre sirop. Mais voilà, on essaye de faire les choses aussi bien que possible. Mais aujourd'hui encore, on n'en est pas là où quand elle est sortie de la clinique où c'était difficile. Mais on a trouvé des marques. Au départ, elle m'a laissé faire quand même. Donc elle n'a pas été brutale non plus avec moi. Elle m'a dit, il est organisé, je le laisse organiser. Puis après, j'essaie de m'adapter à son organisation. Donc ça, elle a été géniale là-dessus, Virginie, pour ça. Et puis après, ça prend le dessus. Plus elle est à l'aise, plus elle prend un peu ses aises. Et puis après... ça fait un peu des petits défauts d'organisation, etc. Et tout, mais il n'y a rien de dramatique en soi. C'est pas grave, en fait. Je parlais à un papa sur un sac des papas qui disait finalement, oui, des fois, on fait pas le ménage pendant 2-3 jours ou la semaine, et on se prend la tête parce qu'il faut que tout soit clean, tout soit carré, mais en fait, on s'en fiche, quoi. Voilà, on n'est pas... on finira par nettoyer, on finira par ranger l'appartement, mais c'est pas capital en fait. Des fois on se prend la tête pour pas grand chose dans le couple par rapport aux enfants et tout, mais c'est vraiment... quand on prend un peu de recul, il faut savoir aussi se poser et prendre un peu le recul et se dire mais c'est rien quoi, c'est pas grave. Le ménage il sera fait à la fin de la semaine et puis c'est pas grave. Le principal a du lait, elle a des couches, on peut la changer. Nous on a de quoi manger, les factures sont payées. Voilà. Il y a des priorités, c'est celle-ci. Alors, ce que je sais, c'est que, parce qu'on a échangé, bien sûr, on en a parlé, elle était très contente de rentrer, mais avec une appréhension très forte. Eh oui. Se dire, finalement, j'arrive... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans sa tête. J'arrive, ils sont déjà organisés, puis je connais Wilfried, tout est carré, tout est clean. Ils sont 2. Wilfried a fait ses marques. La petite a fait aussi ses marques. La petite, est-ce qu'elle va me reconnaître ? Est-ce qu'elle va pas pleurer quand je serai... Elle s'est posé des millions de questions. Et c'est pour ça, oui, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça elle a laissé faire un petit peu au début. Très longtemps, elle n'était pas spécialement à l'aise avec le bain. Elle était capable pourtant, mais elle n'était pas spécialement à l'aise. Et tout ça est venu petit à petit. Et moi, j'ai demandé quand même, puisque j'étais pas là... pour jouer un peu le formateur en disant fais ci, fais ça. Je voulais surtout pas rentrer dans cet état d'esprit-là en disant non, moi je sais faire, j'ai 6 semaines, j'ai pris mes habitudes. Non, l'organisation c'est différent même, quand les choses sont rangées. Mais en tout cas, j'étais pas là du tout pour lui dire fais ci et fais ça. Donc j'ai demandé aux personnes de la PMI de continuer à passer régulièrement et même d'accentuer leur passage pour aider et accompagner Virginie. Donc c'est-à-dire qu'elle puisse avoir les outils que moi aussi j'ai eu pendant ces 6 semaines. Et c'était plus logique que ce soit ces personnes-là qui l'amènent finalement sur ces outils-là que moi. Moi, j'étais papa, j'étais pas le formateur de Virginie qui va dire à Virginie c'est la couche, faut la changer comme ça, faut la laver comme ça, faut l'essuyer comme ça, le biberon, c'est ça. Non. Et c'est ça qui a fait que ça s'est quand même plutôt, je dirais même globalement, très bien passé. Puisque
chacun a pris ses marques petit à petit et on a su faire au départ. Mais encore une fois, on a déjà, nous, dans cette famille avec Virginie, cette ouverture d'esprit et cette bienveillance. Donc, on a cet outil de dire, à un moment donné, il faut prendre du recul, même si parfois c'est très compliqué et parfois on n'y arrive pas. C'est comme ça. Mais on a cet outil-là. Et donc, elle a su très bien le faire. Elle s'est laissée un peu porter au départ. Et moi, je me suis dit, je continue à m'occuper de la petite, mais aussi de Virginie maintenant qu'elle est là. Mais il y a des personnes qui vont passer régulièrement pour voir pour le bain, etc. Et donc finalement, c'est passé comme ça. Et on a bien fait finalement de faire comme ça. Alors nous, ça s'est fait automatiquement, la prise en charge. En même temps, je pense que dès que la maman sort, ou la maman ou le papa, du coup, sort avec l'enfant, il y a une prise en charge qui est faite directement. C'est-à-dire qu'on nous donne toutes les infos à la maternité pour contacter la PMI. Donc là, celle-ci, c'est la PMI de hier. Mais oui, c'est entièrement gratuit. Et il passe, même encore aujourd'hui, nous, on a une puéricultrice qui va passer là, je crois, dans une semaine. Ça fait 3 semaines qu'elle n'est pas venue. Mais même au bout de 3 mois, parce qu'il passe quand même les 2-3 premiers mois régulièrement. Donc quand je dis régulièrement, c'est 1 à 2 fois par semaine. Et après, ils peuvent passer une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc c'est entièrement gratuit. Il y a des possibilités de voir un médecin aussi à la PMI. Nous, c'est ce qu'on a fait au début, parce qu'on n'avait pas un médecin traitant, maintenant on l'a. Mais c'est entièrement gratuit, oui. Et c'est unique. Enfin, en tout cas, hier, ils sont extraordinaires. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Et d'ailleurs, je pense que, si je peux me permettre, c'est à faire. Même si c'est notre 2e ou 3e enfant, il faut être suivi et accompagné. En même temps, je pense que chaque grossesse est différente, donc oui. Mais oui. L'équilibre aujourd'hui est... Alors, il n'est pas... je ne sais pas si, en plus, il existe un équilibre parfait. Mais c'est pas ce qu'on cherche de toute façon. Mais en tout cas, l'équilibre, en tout cas, on l'a trouvé. Maintenant, dans un équilibre, parfois, on glisse. Ça arrive. Mais le tout, c'est de discuter. Enfin, je dirais jamais assez que la communication au sein du couple, elle est primordiale. Ma mère m'a pas appris grand-chose, mais ça, elle me l'a toujours dit. Et voilà, je l'ai gardé, et je pense qu'aujourd'hui, c'est capital. Alors, je dis tout à l'heure, capital et essentiel, c'est le cas aussi. La communication dans le couple, c'est ce qui fera que notre équilibre restera justement équilibré. Alors, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Il faut en aucun cas hésiter à se faire aider et accompagner, aussi bien pour la maman que le papa. Et que ce soit votre 1er, 2e ou 3e enfant, il faut le faire, c'est hyper important. Le couple est souvent fragilisé à la naissance, surtout quand c'est le premier. Je dis ça parce que j'ai participé au set de papa et forcément je le vois et je l'entends. Donc il faut être accompagné. On ne peut pas résoudre tout seul ces problèmes-là. On n'est pas habitué à ça. On ne sait pas faire. Et on n'a pas appris à le faire non plus. Donc raison de plus pour être accompagné. Donc oui, le conseil que je peux donner, si ça peut être un conseil en tout cas, ou être entendu, c'est aller taper aux portes de tous ces accompagnants, tous ces organismes qui peuvent et qui sont là pour ça. C'est des spécialistes, ils savent faire. Et dans la plupart des cas, ils sont, je peux redire encore 90%, bienveillants. Donc oui, il faut aller. Alors il y a Manon, bien sûr, de la maman des brigades, enfin, la brigade des mamans imparfaites, et puis toutes les PMI finalement, toutes les PMI où il faut contacter les CCAS des communes, hier, Toulon. Il faut y aller. En même temps, toutes les infos sont données à la maternité. Certains n'osent pas, mais il faut vraiment le faire. C'est hyper important. Et quand on est en difficulté comme ça, après, bien sûr qu'on peut aller un peu plus loin avec des psychologues. Pas hésiter aussi les thérapies de couple. Nous, on a tenté une petite thérapie de couple au départ parce que c'était pas facile. Donc, on n'a pas continué parce que finalement, on avait suffisamment d'outils
et de personnes autour de nous pour pouvoir continuer. Mais on a tenté quand même. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. Il n'y a pas de honte là-dedans. Il y a une vie. La vie de couple, la vie de famille. Et ça, c'est... Voilà. Je vois pas... Et puis, au-delà de se faire aider et d'accepter de se faire aider, je dis un dernier message pour les papas. Soyez présents. Je suis prêt à laisser mon numéro de téléphone pour échanger. Je suis pas là, j'ai pas la science infuse, je suis pas là pour je suis pas un spécialiste, mais les échanges de partage, en tout cas, de bonnes pratiques, c'est toujours bon à apprendre en fait. Même moi, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre et je suis là pour entendre et écouter. Et si je peux me permettre, je ferai une petite parenthèse pour l'émission radio que j'anime. N'hésitez pas à échanger, parce que c'est ce qu'on fait, ce que tu fais là, c'est génial aussi. C'est ce que je fais aussi à la radio le jeudi soir. Il faut venir témoigner, parler, échanger, partager, parce que tous ensemble, on sera forcément plus fort, quoi. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!